Au port le plus paisible de ma vie, je pensais que la plus grande surprise de cette croisière de luxe en Méditerranée serait la splendeur de ses couchers de soleil. Mais je ne savais pas encore que ce minuscule morceau de papier qu'un étranger avait glissé silencieusement dans ma main serait annonce d'une tempête, non seulement celle qui bouleverserait ce voyage, mais aussi celle qui changerait à jamais le cours de toutes les vérités que je croyais connaître. Ce voyage grandiose était un cadeau d'anniversaire extravagant, imaginé par mon fils Étienne et sa femme Claire pour me sortir de la coquille silencieuse dans laquelle je m'étais enfermée après la mort de mon mari. Et bien que je leur en fusse reconnaissante, je n'arrivais pas à chasser ce sentiment insidieux que cette croisière luxueuse avait moins pour but mon bonheur que leur propre soulagement de conscience. Lorsque je mis le pied sur ce palais flottant, si éloigné de ma vie tranquille, la stupeur de ce premier instant me donna l'impression d'entrer dans un film. Pourtant, au milieu de tout ce faste, je ne pouvais ignorer l'attachement d'Étienne à son téléphone, ni la distance subtile de Claire, qui semblait davantage fascinée par l'opulence du navire que par le partage de cette expérience avec moi. Durant ce premier dîner somptueux, au protocole presque étouffant, je me sentais comme un simple moineau prisonnier dans une cage pleine de pans exotiques. Tandis que je m'efforçais de combler ce vide délicat mais palpable entre mes enfants et moi, mes yeux erraient dans la salle, observant les innombrables histoires qui se jouaient aux autres tables. C'est alors que je remarquai ce jeune serveur, différent des autres par sa réserve et une inquiétude à peine perceptible. Ce fut lui qui, d'un geste rapide et discret que moi seul pouvais remarquer, déposa près de mon assiette non seulement le dessert, mais aussi un minuscule morceau de papier plié. Une onde soudaine de curiosité inexpliquée traversa mon corps. Alors que ce petit papier chauffait dans ma main, comme s'il contenait le cœur battant d'un secret vivant, j'essayais de participer à la conversation joyeuse mais superficielle de mes enfants. Mais une moitié de mon esprit restait totalement absorbée par ce mystère silencieux, en contraste saisissant avec l'élégance bruyante de la salle à manger. Chaque pas que je faisais ensuite, le papier serré dans ma paume, me donnait l'impression de marcher non pas sur le pont solide du navire, mais sur une fine couche de glace au-dessus d'eau inconnue. Et tandis que mes enfants s'étaient déjà perdus dans leur propre monde, ce qui m'aurait habituellement attristé me sembla être cette fois un étrange privilège, l'occasion inespérée d'affronter seul ce mystère. Lorsque j'ouvris enfin le petit papier et découvris le message énigmatique et troublant qui ne m'avertissait pas d'un danger précis, mais plutôt d'un danger lié à ma propre perception, un frisson glacial s'abattit sur moi. Ce n'était plus une simple curiosité, c'était une peur insidieuse, assez puissante pour ébranler les piliers même de ce monde étincelant dans lequel je me croyais en sécurité. Et lorsque le mot « eux », à la fois vague et terriblement accusateur, fit surgir dans mon esprit l'image immédiate de mes plus proches, mon fils et ma belle-fille, la pensée de cette trahison me parut d'abord tellement monstrueuse que je la rejetai aussitôt. Mais ce déni ne put empêcher la graine d'un doute insidieux, déjà semé dans mon cœur, de commencer à prendre racine. Dans cette cabine luxueuse, censée être un sanctuaire sûr, je me retrouvais soudain comme une passagère solitaire perdue en pleine mer, confrontée à un avertissement anonyme, me murmurant que le monde qui m'entourait, et peut-être même ma propre famille, n'était plus digne de confiance. Ce voyage n'était plus une innocente escapade, mais devenait une épreuve inquiétante, un passage vers une vérité que j'allais devoir affronter. Ni le soleil éclatant de ce matin-là, ni les rires joyeux des autres passagers ne suffisaient à dissiper le brouillard glacé du doute qui s'était abattu sur mon cœur. Au contraire,
Tout ce navire vibrant de vie s'était transformé en une scène cruellement illuminée où je me voyais contrainte d'examiner mes propres enfants avec une attention scrupuleuse, cherchant derrière chaque sourire poli et chaque geste anodin la fissure qui trahirait la possibilité que l'avertissement plié dans ma poche ne soit pas le délire d'un fou, mais une vérité nue et douloureuse. Ma recherche discrète et finalement vaine du jeune serveur, devenu la boussole de ma nouvelle paranoïa, se heurta au mur du professionnalisme indifférent et des réponses évasives du reste de l'équipage, ne faisant qu'approfondir le mystère et renforcer l'idée inquiétante qu'il n'avait pas simplement disparu par hasard, mais avait peut-être été délibérément écarté de mon champ de vision. Le choc fut brutal lorsque je surpris Étienne et Claire dans une conversation secrète, visiblement tendue, qui explosa comme une bulle de complot au moment où ils remarquèrent ma présence. Le masque d'une insouciance de vacanciers qu'ils enfilèrent aussitôt me parut si maladroit, si faux, que je ressentis, comme devant une pièce de théâtre mal répétée, un effroi grandissant au creux de ma poitrine. En prenant le risque calculé de jeter dans la discussion un nom lié à notre ancienne vie financière, comme une pierre jetée dans un lac immobile, je surpris dans leurs yeux un micro-sursaut de panique avant qu'ils ne détournent habilement le sujet. Ce bref éclair confirma mes pires craintes. Il me cachait bel et bien un secret lié à l'héritage laissé par mon mari. Ce petit papier plié devint alors une clé ouvrant la porte d'une pièce insonorisée au sein même de ma vie. Et dans cette pièce, derrière la vitre, mes propres enfants portaient désormais des visages étrangers comme des masques. Isolé dans cette mer d'incertitude, je n'avais plus pour guide que les mots énigmatiques d'un garçon introuvable. Chaque sourire d'Étienne, chaque phrase soigneusement choisie de Claire me paraissait désormais être autant de briques posées sur le mur de leur supercherie. Je compris que rester simple spectatrice n'était plus un luxe que je pouvais m'offrir. Pour percer une brèche vers la vérité, il me faudrait franchir la ligne, devenir active et chercher moi-même la preuve de ce qu'il s'acharnait à me cacher. Je me sentais comme une espionne au sein de ma propre famille, chaque nerf tendu par l'adrénaline d'un pari dangereux. Dans cette danse délicate, faite de questions feintes et de fausses insouciances, j'éprouvais à quel point la fenêtre de vérité était étroite et combien le prix de ma découverte pouvait être terrible, la destruction totale de ce qui restait de notre lien fragile. Quand je franchis enfin la limite interdite, pénétrant dans un espace qui aurait dû m'être familier, mais qui me semblait hostile comme une terre étrangère, je le fis le cœur battant, oppressé par une terreur viscérale. Chaque froissement de papier, chaque grincement de tiroir résonnait dans la cabine comme un coup de feu, tandis que mes mains tremblantes fouillaient leurs affaires. Puis mes doigts rencontrèrent une pile de documents. Ce n'était plus un doute informe, mais une réalité glaciale qui s'imposait. Non seulement un secret, mais un plan complexe et impitoyable visant à me priver de mon héritage. Une conspiration si froide et calculée qu'elle rendait l'avertissement du serveur presque anodin en comparaison. Et là, dans l'obscurité d'une armoire, à quelques mètres seulement de ceux dont je venais de dévoiler la trahison, retenant chaque souffle comme s'il pouvait me condamner, je compris que je n'étais plus une mère curieuse, mais une intruse acculée, prisonnière et porteuse d'une vérité aussi lourde et dangereuse qu'une arme chargée. Dans l'obscurité étroite et étouffante de cette cachette sans air, j'ai traversé une éternité suffocante où le temps semblait s'être arrêté, retenant jusqu'à ma respiration de peur qu'elle ne me trahisse, tandis que mes propres battements de cœur résonnaient comme un tambour, prêts à m'exposer
La voix de Claire, vidée de sa douceur habituelle et transformée en une arme froide, calculatrice et acérée, me transperçait comme une lame. Lorsque j'entendis, à travers leur chuchotement comploteur, non seulement la confirmation des avertissements du serveur, et donc l'idée qu'il avait été réduit au silence volontairement, mais aussi la révélation que les documents tremblant encore entre mes mains représentaient le noyau même de toute leur opération frauduleuse. Mon vague soupçon se mua en une certitude glaciale de culpabilité. Ce fut le coup final, l'éclat cruel qui m'écrasa l'âme. Comprendre que cette croisière somptueuse n'était pas un cadeau mal avisé ou un geste maladroit, mais bien une cage dorée, conçue pour me maintenir dans une ignorance confortable jusqu'à ce qu'ils obtiennent ma signature, celle qui leur offrirait le contrôle absolu de tout ce qui me restait d'héritage. Ce paquebot, que j'avais cru être un palais flottant, se révélait une prison navigante. Dans le silence oppressant, j'écoutais leurs pas s'éloigner et le cliquetis libérateur de la porte se refermer derrière eux, tel un coup de départ qui marquait à la fois ma survie et le commencement de ma fuite désespérée hors de cette cabine devenue le cœur même de leur complot. Debout, seul dans le couloir stérile, je sentis l'adrénaline brûlante céder la place à une clarté glaciale. Je n'étais plus une vieille femme perdue, aux prises avec une énigme griffonnée sur un papier. J'étais devenue l'unique gardienne, malgré moi, d'une vérité monstrueuse. Et sur cet échiquier d'enjeux qu'était désormais ce voyage, je n'étais plus un pion. J'étais une reine, consciente des stratégies de l'ennemi et déjà occupée à planifier ma contre-attaque. Lorsque je regagnai ma cabine, ce faux refuge, ce ne fut pas un sentiment de paix qui m'envahit, mais la concentration glacée et muette qui précède la tempête. Celle qui s'était cachée dans une armoire tremblante n'existait plus. À sa place se tenait une stratège, percevant ce navire non plus comme une prison, mais comme une arène qu'il fallait contrôler entièrement pour exécuter la riposte calculée qui se préparait. Évaluant rapidement mes ressources limitées dans ce champ de bataille isolé, je rejetai d'emblée l'idée d'avoir recours à l'avocat officiel de la famille, dont la loyauté était désormais douteuse, et choisis plutôt de plonger dans ma mémoire pour exhumer un ancien allié, un esprit juridique brillant oublié de tous. C'était précisément son anonymat actuel qui ferait de lui mon arme secrète dans cette guerre que mon propre fils menait contre moi. En exploitant leur perception de moi, fragile, dépendante, inoffensive, je préparais mon premier mouvement tactique, feindre le désir d'une petite escapade solitaire lors de notre prochaine escale. Un geste anodin en apparence, mais qui me donnerait l'espace vital, ce précieux intervalle sans surveillance pour contacter mon allié sur la terre ferme et mettre en marche les rouages de ma contre-offensive. Assise à ce dîner, entourée de leur fausse sollicitude, jouant à merveille le rôle de la mère naïve, docile, dont ils pensaient se rapprocher du sacrifice, je vécus presque une expérience de dédoublement. Spectatrice admirative de ma propre performance, de ce masque de candeur que j'avais su enfiler avec tant de conviction. Et cette nuit-là, en traçant à carte de ma mission pour le lendemain, je pris conscience d'une vérité irrévocable. La femme confiante et insouciante qui avait embarqué sur ce navire quelques jours plus tôt n'existait plus. À sa place se levait une reine froide et calculatrice, préparant sur l'échiquier de l'ennemi un gambit qu'il ne pourrait jamais, au grand jamais, anticiper. Au petit déjeuner, j'avais moi-même fabriqué la solitude dont j'avais un besoin vital pour exécuter le premier et le plus décisif mouvement de cette guerre secrète. Sous le masque calculé de la vieille femme fragile et fatiguée qui ne désirait rien d'autre qu'un moment simple et silencieux,
Je jouais avec adresse un rôle destiné à flatter à la fois leur culpabilité et leur désir égoïste de liberté. Derrière mon calme apparent, mon cœur battait avec la paranoïa d'une fugitive, tandis que je cherchais cet endroit discret où je pourrais passer l'appel le plus important de ma vie. En marchant sur les quais ensoleillés de ce port étranger, chaque regard semblait peser sur moi, et je sentais le filet invisible que mon fils Étienne avait sûrement tissé autour de moi. Mais il fallait que cette conversation demeure à l'abri, introuvable, inaudible. Quand j'entendis la voix chaude, familière et rassurante de mon vieil ami François, une voix venue d'un chapitre plus honnête de ma vie, je déversai, détail après détail, le cauchemar de la trahison de mes enfants. Le fardeau accablant de ce secret se délesta de mes épaules pour devenir une cause partagée, une mission commune qui ne m'appartenait plus seule. Les instructions calmes et autoritaires de François, tranchant à travers ma peur et ma paranoïa comme le faisceau d'un phare dans la brume, me ramenèrent à ma tâche. Retourner dans la gueule du loup, reprendre mon masque de vieille femme inoffensive, tandis que, à Paris, mon allié invisible préparait les armes juridiques destinées à abattre l'empire factice de mes enfants. En regagnant ce paquebot, je ne le percevais plus comme une cage, mais comme un champ de bataille stratégique où je devais jouer un rôle vital. En moi, une profonde mutation s'opérait. Je n'étais plus une reine acculée et défendant son coin d'échiquier, mais une base avancée d'opération, un cheval de Troie, humble, retournant silencieusement au cœur du camp ennemi. Lors de cette réunion presque irréelle sur le pont, je revivais intérieurement la conversation urgente qui m'avait transformé, m'armant d'une force secrète, désormais dissimulée derrière ma performance d'une tendresse maternelle exemplaire. Et pour rendre crédible mon mensonge d'une après-midi passée seule, je leur présentais quelques bibelots bon marché, preuve tangible de mon récit inventé. Quand, au détour d'une conversation, ils évoquèrent négligemment certains documents administratifs que je savais désormais, grâce à François, être presque certainement ce mandat prédateur dont ils avaient désespérément besoin, je puisai dans un puits secret de sérénité pour les écarter d'un simple geste distrait, celui d'une vieille dame un peu étourdie par les plaisirs d'une croisière. Le soir venu, face au miroir, répétant le masque de vulnérabilité que je devrais désormais porter, je sentis la blessure cuisante. L'homme que je trompais n'était pas un étranger, mais mon propre enfant, ce même enfant pour lequel j'avais autrefois rêvé d'un avenir radieux et qui, par sa cupidité et sa faiblesse, était devenu mon plus grand ennemi. Dans cette guerre psychologique épuisante, j'appris à transformer leurs souvenirs et attentes en armes, non pas pour la nostalgie, mais pour les maintenir en déséquilibre et leur rappeler le prix émotionnel du crime qu'ils préparaient. Tandis que je sentais sous mes pieds le grondement régulier des moteurs du navire, je compris que je n'étais plus une passagère impuissante transportée vers sa propre condamnation. J'étais devenue l'alliée silencieuse d'une machine de justice bien plus vaste et plus puissante, dont les engrenages, lents mais inexorables, commençaient à tourner contre les deux conspirateurs qui dormaient paisiblement dans la cabine voisine. La première vague de l'offensive juridique de François heurta les eaux calmes et trompeuses de notre croisière, brisant instantanément le masque d'homme d'affaires accompli que mon fils Étienne avait si soigneusement façonné pour ses vacances et révélant en dessous le joueur désespéré et acculé qu'il était réellement. J'assistais à cette métamorphose avec le détachement froid d'un scientifique observant une réaction chimique prévisible. Ce fut un moment de justice presque poétique.
Alors qu'ils s'agitaient frénétiquement pour contenir une crise qui échappait à tout contrôle au cœur de ce navire-prison, leurs efforts désespérés devinrent la première preuve tangible que la grande machine invisible de la justice s'était enfin mise en marche, grinçant lentement mais sûrement contre les fondations de leur monde factice. En les voyant se transformer en prisonniers de la cage dorée qu'ils avaient construite pour moi, je ressentis une sombre satisfaction. J'assistais au moment où mon fils, dépouillé de son charme manipulateur habituel, se laissa emporter par une panique animale et tenta, dans un geste maladroit, d'utiliser contre moi l'héritage qu'il cherchait à me voler. En agissant ainsi, il révéla malgré lui sa propre impuissance. Il n'était plus le chasseur rusé qu'il croyait être, mais un homme en train de se noyer, s'accrochant désespérément à des brindilles. Avec une intensité presque grisante, je découvris la puissance de ma prétendue faiblesse. Leur conviction que j'étais une femme naïve, ignorante des affaires, devint mon meilleur bouclier. J'érigeai devant son avancée désespérée un mur d'ignorance feinte, un mur inenfranchissable qui le désarma totalement, l'empêchant de pousser plus loin ses exigences sans dévoiler la monstruosité de ses véritables intentions. Je compris alors que la bataille avait atteint son tournant. La panique l'emportait enfin sur leur stratégie, les forçant à une attaque prématurée et maladroite qui trahissait leur position. Et moi, je n'étais plus la défenseuse assiégée d'une vérité cachée, mais une reine victorieuse, attendant patiemment le coup fatal du mat. Dans les jours qui suivirent cet échec, je fus témoin de l'effondrement irréversible de notre front familial. Le vernis fragile de la civilisation s'effaçait, révélant la laideur brute de la cupidité et du ressentiment, tandis que le navire glissait sur une mer étrangement paisible. Nos luxueuses suites se transformaient en cellules étouffantes d'une prison partagée, théâtre d'une tempête qui déchirait nos liens les plus profonds. Quand j'entendis à travers les minces cloisons de la cabine les plaintes amères de Claire, mon épouse de fils, je compris que ce n'était pas le remords qui la faisait parler, mais un pur et froid égoïsme. En cherchant à se présenter comme une victime, elle m'offrit sans le vouloir la pièce manquante du puzzle. Son amour pour mon fils avait toujours été conditionnel, attaché non pas à sa personne, mais à la fortune qu'elle croyait désormais disparue. Puis vint la scène finale, terne et presque pathétique. Mon fils, qui n'était plus un adversaire redoutable, mais un homme brisé par ses propres faiblesses, finit par avouer toute l'histoire sale, les dettes héritées, les mensonges accumulés. Je l'écoutais, non pas avec le sentiment d'une victoire, mais avec la douleur muette d'une mère témoin de l'effondrement moral irréversible de son enfant. Dans le silence lourd qui suivit sa confession, je choisis de ne pas lui offrir la consolation facile d'un pardon immérité, ni la cruauté d'un reproche devenu inutile. Je lui offris la vérité la plus simple, la plus implacable. Sa chute n'était ni une fatalité, ni une question d'héritage, mais en conséquence directe de ses propres choix, un fardeau que je ne pouvais ni ne voulais porter à sa place. Lorsque le paquebot mit enfin le cap vers la France, je compris avec amertume l'ironie de ma victoire. J'avais protégé mon héritage, j'avais dévoyé la vérité, mais dans le processus, j'avais dû assister à la déchéance de mon propre fils. Une victoire nécessaire, certes, mais marquée à jamais par la cendre douloureuse d'un deuil maternel, celui d'un enfant que j'avais, en quelque sorte, perdu une seconde fois.
Le dernier matin en mer, le silence lourd et profond n'était plus celui tendu et observateur d'une guerre froide, mais celui creux et résonnant qui tombe sur un champ de bataille après la fin des combats. Je savais alors que ma seule tâche restante était de ramasser les débris d'un voyage qui avait commencé comme un piège doré et s'était achevé en tragédie familiale. Au milieu de la foule quittant le navire, je vis mon fils Étienne et ma belle-fille Claire se tenir à distance l'un de l'autre. Cet espace physique n'était que le miroir parfait de l'immense fossé émotionnel qui s'était ouvert entre eux. Dans cet instant douloureux mais révélateur, je compris, avec la certitude lasse d'une mère, que leur alliance, bâtie sur la promesse de mon héritage, s'était dissipée en poussière dès lors que l'argent avait disparu, révélant le vide absolu de leur lien. À l'opposé de cet effondrement intime, je trouvais un immense soulagement en apercevant François, mon vieil ami fidèle, m'attendant solidement planté sur le quai. Lorsque d'un geste simple et silencieux, il tendit à mon fils les documents légaux, je fus témoin de la fin officielle du bal masqué et du transfert définitif du pouvoir. Les illusions s'achevaient, les conséquences froides et concrètes commençaient. Dans le chaos du port, lors du dernier échange de regards silencieux et lourds entre mon fils et moi, ce fut une séparation qui contenait le poids d'une vie entière d'amour et d'un univers entier de déception. Je ne lui offris ni pardon, ni paix. Je refermai simplement une porte, confirmant la fin tragique de son histoire à l'intérieur de la mienne, avant de tourner mon regard vers un avenir incertain, mais désormais intact. En m'éloignant de ce navire à la fois grandiose et monstrueux, je sentis comme si j'ôtais de mes épaules une peau trop lourde. J'y étais montée autrefois comme un pion dans le jeu désespéré d'autrui, prisonnière d'une vérité que j'ignorais encore. J'en descendais désormais en reine solitaire, contrainte d'avoir sacrifié son propre fils sur l'échiquier de la survie, mais devenue maîtresse de son destin, souveraine de son âme. Dans ce moment de retour à la réalité, ce fut la reconnaissance muette et sans emphase de François, acceptant l'immense tempête que je venais de traverser sans recourir ni à la pitié ni au pathos, qui servit d'encre douce et discrète. Ces paroles sobres m'arrachèrent au tourment et me ramenèrent vers la clarté paisible du présent. Alors qu'il m'expliquait, avec une méthodique précision, comment l'avidité désespérée de mon fils l'avait poussé à commettre non seulement des fautes fatales qui l'avaient privé de tout gain, mais aussi à laisser derrière lui une trace irréfutable permettant de démanteler son entreprise frauduleuse, je sentis mon esprit glisser de la lourde tristesse d'une mère vers les contours nets et aiguisés de la stratégie juridique. Lorsque François me présenta son plan, non pas une vengeance brûlante, mais une compensation silencieuse et pragmatique, je compris que je devrais avaler l'amer remède de ce choix impossible, offrir à mon fils une liberté sombre et ruinée, plutôt que de le voir finir derrière les barreaux, en échange de la restitution de mon intégrité financière. Et dans la lassitude profonde de ma décision, je sus qu'elle ne naissait pas d'un soudain pardon maternel envers l'homme qu'il était devenu, mais d'un amour persistant pour l'enfant qu'il avait été, et peut-être de façon égoïste, de mon désir de préserver ma propre paix future de l'image éternellement souillée d'un fils emprisonné. En me tenant sur le seuil de ma maison, je compris que ce retour n'était pas une fin, mais un véritable commencement. La phase chaotique, violente et dramatique de la révélation était close. Ce qui m'attendait désormais était l'épreuve beaucoup plus longue, beaucoup plus silencieuse et sans doute beaucoup plus difficile,
apprendre à vivre avec les conséquences de cette vérité et reconstruire ma vie, non pas sur les cendres de la vengeance, mais sur le socle discret et solide de la justice et d'une paix durement conquise. Dans les semaines qui suivirent mon retour à la maison, ma vie prit un nouveau rythme, scandé par les mises à jour calmes et méthodiques de François, mon vieil ami, au téléphone. Ces bulletins n'étaient plus que les battements lointains et cliniques d'une guerre désormais menée par des hommes en costume à ma place, et je compris que, dans l'ombre silencieuse de cette bataille, ma véritable mission n'était pas juridique, mais bien plus complexe, reconstruire ma paix intérieure. Lorsque j'appris, sans grande surprise, mais non sans une lourde tristesse, que ma belle-fille Claire avait quitté mon fils Étienne avec une rapidité et une cruauté glaciales, je vis confirmer ce que j'avais déjà soupçonné dans ma cabine du paquebot. Leur relation n'avait jamais été qu'une alliance d'intérêts, vouée à se briser en 1000 morceaux dès que l'illusion de fortune disparaissait. La lecture de l'excuse imposée par la justice à mon fils me laissa un goût amer. Ce document, manifestement rédigé par des avocats, sonnait creux, privé de toute émotion réelle. Les mots de repentir y avaient la même valeur que de la fausse monnaie et ne faisaient que souligner le gouffre insurmontable entre la mécanique froide de la compensation légale et l'idéal, peut-être inaccessible, d'une véritable réconciliation morale. Lorsque je vis les sommes détournées être recréditées numériquement sur mes comptes, je constatai que si ces chiffres à l'écran incarnaient une victoire concrète et l'assurance d'un avenir matériel, ils n'avaient aucun pouvoir pour réparer la fracture profonde infligée au cœur d'une mère, à cet espace sacré où devrait résider son enfant. Je compris alors que ma véritable guérison ne se trouverait ni dans les dossiers juridiques si soigneusement gérés par François, ni dans les relevés bancaires, mais bien dans les gestes simples et honnêtes de la vie quotidienne. C'est en pétrissant une pâte, en arrosant une plante ou en lisant un livre que, jour après jour, je remplirai peu à peu le vaste vide laissé par la trahison de mon fils. Dans ce lent et merveilleux processus de redécouverte, je vis renaître la beauté simple et texturée d'un monde que je n'avais plus perçu qu'à travers le voile épais et gris de la suspicion et du chagrin depuis des décennies. La lecture de l'excuse imposée par la justice à mon fils me laissa un goût amer. Ce document, manifestement rédigé par des avocats, sonnait creux, privé de toute émotion réelle. Les mots de repentir y avaient la même valeur que de la fausse monnaie et ne faisaient que souligner le gouffre insurmontable entre la mécanique froide de la compensation légale et l'idéal, peut-être inaccessible, d'une véritable réconciliation morale. Lorsque je vis les sommes détournées être recréditées numériquement sur mes comptes, je constatai que si ces chiffres à l'écran incarnaient une victoire concrète et l'assurance d'un avenir matériel, ils n'avaient aucun pouvoir pour réparer la fracture profonde infligée au cœur d'une mère, à cet espace sacré où devrait résider son enfant. Lorsque je croisai par havers le jeune serveur qui jadis m'avait tendu le billet mystérieux à l'origine de toutes ces épreuves, ce fut sans mots ni questions que nous partageâmes une ultime reconnaissance silencieuse. Nous avions joué, chacun à notre manière, nos petits mais nécessaires rôles dans le dévoilement d'une terrible vérité, et nous avions survécu. Le véritable basculement de mon regard sur cette victoire légale et financière survint quand je cessai de la voir comme un butin arraché à une guerre douloureuse ou comme un rappel amer de la trahison d'Étienne. Elle devint à mes yeux une base solide mais simple sur laquelle je pouvais enfin construire librement une existence plus modeste mais infiniment plus riche de sens.
Je découvris alors que la dernière étape de la guérison ne consistait ni à oublier le passé, ni même à pardonner, mais à permettre au présent d'être si vivant, si vibrant et si plein de sa beauté silencieuse, que les fantômes bruyants et tapageurs d'hier, las de crier dans une pièce où plus personne ne les écoutait, finissaient par sombrer dans le silence. L'arrivée inattendue de cette lettre manuscrite, fragile et désespérée comme un fantôme que je croyais enfin apaisé, ne ressemblait en rien au document juridique froid et impersonnel qui avait défini nos derniers échanges. Elle me força à un choix douloureux. Devais-je rouvrir la blessure brute du chagrin causé par mon fils perdu ou protéger la paix propre et stérile que j'avais si patiemment reconstruite? Lire les mots bruts, non filtrés de mon fils Étienne, si difficile à digérer, fut une expérience de torture. Contrairement à l'excuse rédigée par ses avocats, cette confession débordait d'un chaos d'auto-apitoiement et de remords sincères. Ce n'était pas mon compte bancaire qu'elle visait, mais directement mon cœur, m'obligeant à affronter cet amour terrible, permanent et injustifié qu'une mère ressent pour son enfant, même quand celui-ci lui a fait le plus grand mal. Alors que se prolongeait en moi le long débat intérieur, pesait la stabilité de ma sérénité présente contre l'idée d'y réintroduire la douleur et l'incertitude, je compris que la question n'était pas de savoir s'il méritait ou non le pardon, mais si l'homme qu'il était devenu valait le risque de troubler le havre de paix que j'avais atteint après tant de tempêtes. Dans ma réponse finale, je lui dis que, dans un recoin de mon cœur, le lien indestructible de l'amour maternel existerait toujours, mais que le pont de confiance entre nous avait été irrémédiablement brûlé et ne pourrait jamais être reconstruit dans cette vie. Je ne lui offrais pas le pardon facile qu'il espérait, mais une vérité plus dure et plus aimante. Il devait désormais trouver seul son propre chemin vers la rédemption. Parvenu à cette compréhension ultime du pardon et de la guérison, j'acceptais que certaines fractures soient trop profondes pour être réparées. La véritable paix ne naît pas d'une relation brisée qu'on tente de forcer à reprendre sa forme initiale, mais de la capacité à cultiver la vie nouvelle, changée et blessée qui en pousse à la place. Ce n'était peut-être pas parfait, mais c'était une existence forte, authentique et résiliente dans sa beauté imparfaite. La profonde sérénité devenue la trame même de mon existence n'était pas venue d'un effacement des souvenirs tumultueux du passé, mais de l'apprentissage à les tenir à distance respectueuse, comme un volume terminé, et relié, rangé sur une étagère de l'immense bibliothèque de mon esprit, et non plus comme un manuscrit chaotique éparpillé sur la table de mon présent. Je réalisais que le cycle cruel d'infidélité et de douleur amorcé jadis par mon mari n'avait pas seulement été interrompu par mes actions, il avait été renversé. Et il avait laissé place à un héritage nouveau, fait de forces silencieuses, de paroles honnêtes et du simple travail partagé d'un jardin cultivé avec ma fille Anne et son enfant. C'est dans cette continuité concrète de ma vie que je trouvais une joie simple et lumineuse. En repensant à mon mari, je vis que, même s'il m'avait volé des décennies d'une vie que je croyais mienne, il m'avait involontairement offert un cadeau beaucoup plus précieux, la connaissance inébranlable de ma propre résilience. C'est grâce à lui que j'avais découvert une profondeur de caractère et une autonomie que j'aurais pu ignorer à jamais dans les limites confortables mais engourdies d'une existence paisible. Et dans la douce ironie de mon amitié avec le jeune serveur, qui, par son avertissement mystérieux, m'avait précipité dans l'épisode le plus sombre de ma vie, j'ai découvert une vérité inattendue. Parfois, les messagers de nos plus grandes épreuves deviennent aussi les architectes silencieux de notre délivrance, et la bonté se trouve chez les étrangers les plus improbables. Ainsi, en concluant ce récit, je compris que le billet du garçon n'était pas seulement un avertissement contre un complot secret, mais aussi une invitation pour une femme qui croyait son histoire terminée. Une invitation à entreprendre une dernière traversée, difficile, éprouvante, mais finalement splendide,
pour reprendre en main les chapitres encore non écrits de sa propre vie. Lorsque je contemple aujourd'hui cet immense océan imprévisible, autrefois théâtre de mes peurs les plus profondes, je ne le vois plus comme une prison ni comme un lieu de tromperie. Je le considère désormais comme une vaste et magnifique métaphore de la vie elle-même, avec ses profondeurs cachées, ses tempêtes soudaines, et surtout cette paix ultime et profonde qui surgit une fois l'orage apaisé. Voilà ce que je souhaite vous confier en dernier mot. Comprenez que le billet mystérieux que j'ai reçu n'était pas une malédiction qui m'était réservée, mais une version de l'appel qui parvient à chacun de nous sous une forme ou une autre. Une crise soudane, une perte inattendue, une vérité murmurée, ces instants qui vous obligent à remettre en cause la carte sur laquelle vous pensiez avancer et à trouver le courage de tourner le gouvernail de votre propre navire vers des eaux inconnues, souvent terrifiantes, mais nécessaires. J'ai appris que les plus grands trésors d'un tel voyage ne sont ni les fortunes retrouvées, ni la réhabilitation aux yeux des autres, mais bien ces liens silencieux et indestructibles forgés au cœur de la tempête, ainsi que la découverte intime de sa propre résistance, une force insoupçonnée que l'on ne rencontre que lorsqu'on n'a plus d'autre choix que de l'utiliser pour survivre. J'espère que vous comprendrez que la véritable liberté n'est pas un port où l'on accoste, mais une manière de naviguer. C'est la capacité de regarder l'horizon, quoi qu'il cache, sans être l'esclave des épaves laissées derrière soi, et de savoir que vous avez toujours été et serez toujours le seul et souverain capitaine de votre âme. Ainsi, l'histoire qui avait commencé par un billet secret au milieu d'un océan infini s'achève ici, sur une rive paisible, avec cette vérité ultime. Peu importe à quel point vous vous sentez perdu dans la tempête ou piégé à bord d'un navire de mensonges, si vous trouvez simplement le courage de saisir le gouvernail et de conduire votre vie vers la lumière, il y aura toujours une côte qui vous attend, un havre silencieux façonné de vos propres mains.